souhaiterais le regarder par la suite. Donc, bonjour à toutes et à tous. Charlotte, je te laisse la parole et te présenter peut-être à nos invités. Donc, bonjour, je suis Charlotte Hennen, je suis directrice associée chez Meditap et j'ai en charge notamment la production des projets. Donc, bonjour à toutes et à tous. Une nouvelle fois, je suis Ronan Lequéré, je suis directeur associé avec Charlotte et je suis plus particulièrement en charge des aspects marketing et commerciaux de l'agence. Alors, pour introduire cette session, ce webinaire, je pense qu'il n'aura échappé à personne que nous sommes dans un contexte singulier depuis le développement de l'épidémie Covid, qui a débuté notamment sur le territoire français en mars dernier, mais qui trouve son origine depuis le 31 décembre avec le premier cas identifié en Chine. Dans ce contexte, on a pu se rendre compte que toutes les catégories de professionnels de santé en France ont été sollicitées depuis le début de l'épidémie Covid. Dès le départ, les réanimateurs ont dû prendre en charge les cas qui se présentaient, puis rapidement sont apparus les médecins hospitaliers qui ont été mobilisés pour pouvoir les accompagner et notamment accompagner les patients dans le cadre d'unités Covid qui étaient dédiées. Et puis, les médecins issus du privé sont venus prêter main forte et renforcer les équipes qui n'arrivaient pas à faire face à cette première vague de Covid. Les infirmiers et les infirmières, bien évidemment, qu'il ne faut pas oublier, puis les étudiants en médecine qui ont parfois été réquisitionnés, tout comme les étudiants infirmiers d'ailleurs. Et désormais, les médecins généralistes haussent la parole pour dire qu'eux aussi prennent en charge des patients Covid. Ils indiquent que 90% des cas de patients diagnostiqués Covid sont désormais pris en charge par leurs soins. Vous avez tous vu les messages d'information qui ont d'ailleurs donné lieu à cette deuxième vague de confinement concernant la saturation des services de réanimation. On a tous en tête des chiffres de l'ordre de 95% d'occupation des services de réanimation sur les dernières semaines, majoritairement saturés par la prise en charge des patients Covid et qui donc ont aussi entraîné le report d'actes sur des patients qui avaient des besoins de soins ou des besoins d'intervention chirurgicale qui initialement étaient programmés et qui ont dû être déprogrammés. Axel Kahn, le président de la Ligue contre le cancer, en début de semaine, lors d'une interview sur LCI, rapportait un chiffre de 2 millions d'actes qui auraient été reportés sur la première vague de confinement. C'est colossal et aucun service, aucune spécialité ne sera en mesure de rattraper le retard pris. Et d'ailleurs, certaines associations de patients se mobilisent pour indiquer que désormais, ça crée des pertes de chance pour les patients. Donc, on aurait pu espérer que la mise en exergue des faiblesses de notre système de santé, notamment mis à mal par différentes politiques publiques successives des différentes années, des dernières années, aurait permis à nos dirigeants de pouvoir mesurer la nécessité de réformer en profondeur le système de santé. Et c'est d'ailleurs ce qu'on espérait tous avec le Ségur de la santé. Malheureusement, on se rend compte que le Ségur de la santé a généré plus de crispations, notamment par rapport aux négociations qu'il y a pu y avoir avec les différentes parties. On a sans doute été marqué par les infirmiers et les infirmières qui espéraient une revalorisation de leur salaire de l'ordre de 300 € mensuels net et qui ont obtenu 183 €, découpés en deux phases, et puis initialement qui devaient être versés en juillet, qui finalement seront versés en janvier, et la deuxième phase en mars. Et on voit qu'on n'a pas réussi à rétablir la confiance avec les personnels soignants, que ce soit les médecins, les infirmiers et tous les autres personnels soignants embarqués dans l'épidémie. Ce qui a eu pour conséquence d'ailleurs d'assister à une vague de démission des soignants, notamment chez les infirmiers et infirmières. Il y a eu énormément de chiffres qui ont été communiqués au cours de l'été sur des vagues de démission importantes. Et cette tendance de démission faisait déjà suite à des premières démissions, notamment de leurs fonctions administratives, de plusieurs PU qui avaient lancé un mouvement de protestation en début d'année 2020, notamment en janvier 2020, avant même l'épidémie Covid. On est aujourd'hui sur cette deuxième vague de confinement, de Covid et de confinement, et on assiste véritablement à un épuisement des professionnels de santé. Vous aurez peut-être vu l'étude Medscape qui a été menée auprès des médecins, qui laisse apparaître que 49% des médecins interrogés font part de signes de burn-out, et même pire, un tiers des médecins interrogés évoquent le fait qu'ils ont eu des pensées suicidaires. Je trouve que c'est lourd de signification. Et puis, un rapport de l'Ordre national des infirmiers qui a été publié en octobre dernier rapportait l'épuisement professionnel déclaré de près de 50% d'entre eux ayant répondu à cette enquête. Donc, véritablement, l'épidémie Covid est venue consacrer un épuisement global des soignants et mettre en exergue un système à bout de souffle.
Donc, les médecins sont épuisés par le biais du secteur de la santé, mais aussi puisqu'ils rencontrent une complexité dans leur pratique quotidienne. Déjà par la modification de leurs habitudes, puisqu'on voit un essor de la téléconsultation, puisque un médecin sur 3 a réalisé un acte de téléconsultation. Donc, ça a vraiment changé leur façon de faire, leur quotidien depuis déjà mars dernier. La réduction des actes de santé. En effet, on vous a mis une citation de Teddy Bourdet, qui est le représentant régional du syndicat MG France, et qui met en exergue les questions auxquelles ils sont confrontés chaque jour. Exemple, mon enfant est contaminé par le Covid, est-ce que je dois être en arrêt? J'ai été en contact avec un cas contact, est-ce que je dois être en arrêt? Ce qu'ils mettent en exergue, c'est qu'ils passent plus de temps à faire maintenant des actes administratifs que vraiment leur pratique médicale. Et que ça, c'est vraiment un problème pour eux, puisque ça rajoute du temps de travail sur la semaine qui était déjà considérable. Leur rôle de sachant est mis régulièrement à rude épreuve. On vous a mis une autre citation de Michel Simès, qui était l'invité de Yann Barthès sur l'émission Quotidien la semaine dernière, et qui justement mettait en exergue ce problème de rôle de sachant. Il disait que le rôle d'un médecin, c'est de rassurer la population et de répondre à leurs questions. Le souci, c'est qu'actuellement, les informations qu'ils lisent ou qui sont poussées vers les professionnels de santé sont parfois fausses ou erronées. Ce qui fait que le médecin va diffuser cette information fausse ou erronée et du coup, son rôle de sachant, le rôle où il doit savoir répondre à toutes les questions des patients est mis à mal. Donc, on voit qu'en plus déjà de leur secteur où c'est compliqué, leur pratique quotidienne, leur rôle de médecin en tant que tel est également de plus en plus complexe dans cette pandémie de Covid. Alors, il faut dire que l'épidémie de Covid n'a pas aidé les médecins, puisque ça a été une pathologie, une maladie nouvelle qui a permis aussi d'accéder à un volume de patients extrêmement important, qui s'est développé dans plusieurs pays avec une célérité plus ou moins rapide en fonction des pays, en fonction des moyens disponibles dans ces pays, en fonction des politiques aussi de certains de ces pays. Et c'est surtout qu'on a vu donc un véritable sujet d'intérêt pour les différents scientifiques et les différents médecins de tous les pays comme une nouvelle source d'études, de recherche et qui a donné lieu véritablement à une explosion du nombre de publications scientifiques. On a assisté à un déferlement d'études internationales qui s'est véritablement lancé avec l'épidémie de Covid. Le graphique que vous voyez à droite, qui est édité par la prestigieuse revue Nature, est emblématique. En gris, le nombre de publications qui n'ont aucun rapport avec la Covid. En orange, le nombre de publications directement liées à des publications associées à la Covid. On voit une explosion dès la fin du mois de décembre et les premiers jours de janvier du nombre de publications consacrées au Covid. Un rapport, une étude faisait état de près de 8000 publications en préprint à la mi-août 2020, ce qui est colossal. Parallèlement, on a vu s'accélérer les délais de revue de toutes ces publications. On est passé en moyenne de 117 jours pour revoir une publication à 60 jours. Donc, on a véritablement accéléré les délais de revue de ces publications pour pouvoir les mettre le plus rapidement à disposition des médecins et de tous les parties prenantes de la prise en charge du Covid dans les différents pays. La problématique à laquelle on s'est retrouvé confronté, c'est qu'il y a une telle volumétrie qu'on n'a pas été en mesure de pouvoir analyser, synthétiser toutes les publications pour en tirer des directives claires qui permettaient aux médecins de savoir quel plan d'action mettre en place, mettre en œuvre, quel traitement thérapeutique, comment prendre en charge les patients infectés par la Covid. Et véritablement, il y a eu une tendance à l'empressement, une tendance à l'emballement pour pouvoir apporter des réponses. Et donc, on a été consacré à un effet pervers, c'est que ces publications qui initialement avaient pour vocation d'apporter de nouveaux éléments de connaissance, d'améliorer la prise en charge des patients, se sont avérées avoir un effet beaucoup plus cacophonique sur justement les messages clés à en retirer. Donc, on insistait véritablement à une infobésité scientifique, une obésité d'informations de publications scientifiques. Parallèlement, l'épidémie a mis en exergue une autre pandémie qui, elle, est qualifiée d'infodémie. L'infodémie, c'est un néologisme qui a été utilisé pour la première fois par l'OMS en février 2020. L'infodémie, c'est la diffusion
de désinformation, d'informations fausses, de fake news concernant l'épidémie de Covid. Et véritablement, il y a eu une énorme production de fake news qui ont été diffusées durant toute cette épidémie. Et d'ailleurs, ça n'est pas terminé, hein. On voit qu'il y a encore énormément de fausses informations qui sont diffusées d'une part sur les réseaux sociaux, puisque chacun a la possibilité désormais de pouvoir partager son avis et diffuser son avis à l'ensemble de ses amis, et qui sont repris ensuite dans les médias, puisqu'on est encore une fois dans la tendance à l'empressement et on ne vérifie pas véritablement les sources d'information, la validité, la viabilité, la véracité de l'information. Et donc, il y a eu ces fake news qui se sont largement diffusées. L'OMS a même édité un guide dont vous trouvez une synthèse sur la partie droite, un guide pour pouvoir se départager les bonnes informations des fake news et quelle est la procédure pour pouvoir valider qu'une information est crédible, légitime et fiable. Donc, véritablement, en plus de l'infobésité scientifique, une infodémie. On comprend qu'avec ce déferlement d'informations, qu'elles soient viables, vérifiables, crédibles, ou alors que ce soit des fake news, il est compliqué de faire la part des choses et de pouvoir identifier les vraies informations des fausses informations. Parmi les fake news, d'ailleurs, je vous en citerai une que j'ai trouvée intéressante, c'est que les industriels de santé seraient à l'origine du virus puisque vous auriez préparé les vaccins depuis de nombreux mois et que l'ambition était de pouvoir en augmenter le prix. Donc, on voit qu'on a énormément de fausses informations qui sont diffusées, où l'Institut Pasteur serait à l'origine du virus. Donc, dans ce contexte, quelle tendance de communication en période de pandémie? On est sorti un petit peu du contexte médical, on a pris de la hauteur et on s'est intéressé aux chiffres et tendances de la communication en cette période de pandémie pour voir un petit peu comment les marques communiquaient et quelles étaient les attentes des consommateurs. Donc, on s'est penché plus particulièrement sur un baromètre qui a été mis en place par la société Kantar et qui vise à étudier comment le Covid-19 influence les comportements des consommateurs, leurs attitudes et leurs attentes. On vous a mis quelques chiffres. Ce sont des chiffres qui sont vraiment sur le marché français. Donc, qu'est-ce que les Français attendent ? Ils attendent que les marques parlent de leur utilité dans la vie quotidienne à 67%, que les marques adoptent un ton rassurant à 59%, ou qu'elles communiquent sur leurs valeurs à 46%. C'est intéressant puisqu'on voit du coup une attente réelle des personnes, des consommateurs, pour que la marque se place vraiment et communique dans cette période de pandémie. Mais attention, sans exploiter la situation, puisqu'à 68%, ils ont indiqué ne doit pas exploiter la situation du coronavirus pour promouvoir la marque. Donc l'idée, c'est pas de faire de la promotion, mais c'est vraiment de communiquer, de parler du quotidien et de montrer qu'on est là aux côtés des personnes pour vraiment les accompagner dans cette passe difficile, entre guillemets. Donc, c'est vraiment intéressant de voir que du coup, il y a vraiment des attentes qui vont être spécifiques. Et si vous regardez à la télévision, toutes les campagnes, justement, s'axent là-dessus. On a Bouygues Télécom qui espère qu'on va pouvoir fêter Noël ensemble. On a Cadre Emploi qui espère vous proposer un nouvel emploi lorsqu'on va pouvoir sortir de ce confinement. Donc, voilà, toutes les marques se positionnent sur leur cœur de compétence, sur leurs valeurs, entre guillemets, dans cette période de pandémie. Donc, ça, c'est déjà quelles sont les attentes en publicité engagée, une publicité engagée. Et on s'est aussi demandé quelles étaient les tendances en termes de content marketing. Donc ici, on a identifié le help content, si ça veut bien. Le help content, c'est du coup un courant qui existait déjà, mais qui vraiment a évolué avec la pandémie. Qu'est-ce que c'est ? Le help content consiste à apporter un premier niveau d'information, une réponse directe à une question précise. L'objectif, c'est donc de vraiment apporter, d'aider concrètement votre audience à comprendre quelque chose, ou en tout cas à apporter l'information nécessaire pour qu'ils puissent comprendre un fait. Sur le fond, il faut s'en tenir à son expertise dure et légitime. Par exemple, on ne va pas attendre d'une société de grande distribution qu'elle vous tienne au courant sur le Covid régulièrement. En revanche, vous, en tant qu'industriel de santé, vous avez complètement cette place à prendre et au contraire, il vous faut communiquer en cette période de pandémie Covid. Un autre point du help content, c'est le rapport avec vos salariés. Dans le help content, on pousse également les salariés des entreprises, on les implique dans la communication, on leur fait prendre la parole afin qu'ils soient sachants de ce qui est annoncé, qu'ils puissent avoir un discours et se
positionner en tant justement que sachant. C'est-à-dire qu'on veut crédibiliser le discours et faire porter les valeurs de l'entreprise directement par les salariés. Donc, on voit qu'il y a une réelle attente au niveau des consommateurs, que le help content, c'est vraiment quelque chose qui nous est apparu évident et qui est de plus en plus utilisé. On voit aussi les raisons, puisque quand on regarde un petit peu le contexte et l'état des lieux de base que nous avons fait, on voit qu'il y a une vraie attente, un vrai besoin d'informations fiables. Et du coup, le help content va exactement dans cette lignée-là. Donc, avec ce contexte, dans comment engager une communication de help content avec vos médecins. Alors, vous l'aurez compris, en contexte Covid, il est important de proposer des contenus d'aide et de soutien à la pratique et donc à destination des médecins. Vous avez vu que dans ce contexte actuel, entre épuisement, infobésité scientifique, il y a véritablement de nombreuses et véritables opportunités de communication à destination des patients. Dans ce contexte, il faut donc vous engager aux côtés des médecins en limitant la communication promotionnelle à son strict nécessaire. Toutefois, s'il y a un lancement de produit, il faut pouvoir effectuer ce lancement de produit. Il ne faut pas non plus briser l'innovation thérapeutique. Il faut apporter ces contenus qui sont encore une fois des contenus d'aide, mais il faut véritablement pousser vos valeurs. Il ne faut pas apparaître comme opportuniste en cette période de Covid et il faut apporter de l'information qui va permettre justement de valoriser le soutien et l'accompagnement que vous pouvez proposer aux médecins. Et du coup, quelles sont les attentes des médecins? Alors, on a résumé un petit peu en une phrase. Les attentes des médecins, ce sont des informations médicales fiables d'aide à la pratique quotidienne. Votre objectif ici, ça va vraiment être d'aider les professionnels de santé à retrouver leur rôle de sachant qu'on a vu précédemment qui avait été mis à mal. Comment vous allez pouvoir faire ça? En les aidant à accéder rapidement à une information vérifiée, synthétique et sourcée. Le mot fiable est important parce que, comme on l'a vu précédemment, on fait face à une infodémie, une infobésité de l'information et qui malheureusement parfois n'est pas fiable. Et c'est là où justement il y a vraiment je veux juste savoir si vous nous entendez parce qu'apparemment on ne nous entend plus. Alors j'ai cette information qui remonte sur le chat. Est-ce que sur le chat, vous pourriez nous confirmer, certains d'entre vous, si vous nous confirmez? Merci. Donc, merci beaucoup, c'est très sympathique, on continue. Donc voilà, le mot fiable est important parce que l'information médicale, elle est là. L'information médicale d'aide à la pratique quotidienne, elle est là. Maintenant, le problème, c'est quelles informations sont fiables et vont être pratiques pour les médecins. Alors, quels sont les enjeux? Les enjeux, bien évidemment, je vais commencer par la partie basse de cette slide, c'est de vous positionner comme un partenaire de confiance. Et je pense que c'est ce que vous cherchez tous depuis de nombreuses années, à vous positionner comme un partenaire, puisque pharmaciens et médecins sont deux professions qui travaillent main dans la main pour pouvoir assurer la prise en charge des patients. On voit qu'il y a quand même de la défiance depuis de nombreuses années, malheureusement suite à certains scandales médicaux qui ont tenu le haut du pavé dans les médias. Mais il y a quand même cette collaboration de principe et cette collaboration nécessaire pour améliorer la prise en charge des patients. Les enjeux pour les médecins, c'est de leur permettre de gagner du temps, de pouvoir avoir accès à des contenus qui vont les aider dans la prise en charge thérapeutique de leurs patients, qui vont les aider dans les meilleures décisions thérapeutiques, qui vont permettre justement d'apporter de l'information fiable et qui vont permettre de pouvoir prendre des décisions correctes. Notre objectif, c'est de renforcer votre image de marque dans ce contexte de défiance et dans ce contexte Covid, qui va vous permettre aussi d'assurer de la reprise de contact pour certains d'entre vous ou de la prise de contact même pour ceux d'entre vous qui n'ont pas relancé la visite depuis la première phase de pandémie Covid. Donc, c'est véritablement important de pouvoir s'engager dans cette stratégie de help content pour redorer un petit peu l'image. Sachant qu'on évoque de plus en plus, au cours des dernières semaines, le monde d'après. On appelle ça, en fait, on pense qu'il y aura un avant et un après Covid. On a vu potentiellement qu'entre les deux phases de confinement, c'est les chasser le naturel, il revient au galop, comme dirait le proverbe. Mais il y a des opportunités justement pour pouvoir se positionner dans un nouveau cadre de relation entre les industriels de santé et les médecins. Du coup, les contenus à proposer, les modalités de prise en charge des patients dans un contexte Covid. Effectivement, c'est intéressant de vraiment faire un focus là-dessus puisqu'on voit, il y a encore quelques jours, qu'il y a une nouvelle infographie qui a été publiée et qui concerne les tests PCR ou antigéniques en fonction du profil patient. Donc, c'est-à-dire
encore dans des questions d'évolution, de prise en charge. Après, on parle de contexte Covid, de patients parfois Covid, mais pas que. En effet, on a vu le nombre d'actes qui ont été annulés ou décalés. Il faut aussi savoir comment prendre en charge ces patients dans cette attente de pouvoir les opérer ou de pouvoir les accompagner. J'en profite aussi. On a vu aussi énormément d'autres pathologies apparaître suite à des séquelles de la Covid. Il y a eu énormément de neuropathie, il y a énormément d'incidents cardiovasculaires qui sont remontés dans les publications. Donc, c'est vrai qu'il y a énormément de pathologies liées à la Covid qui amènent la nécessité de pouvoir accompagner les médecins. Les stratégies thérapeutiques. Ici, vous avez vraiment une carte à jouer puisque vous allez pouvoir leur diffuser de l'information dans vos aires thérapeutiques. Du coup, tout ce qui va être stratégie thérapeutique de prise en charge des patients, mais vraiment cette fois-ci avec des focus parce qu'il faut vous montrer que vous avez ces valeurs qui est de les accompagner et que vous connaissez leur métier, vous connaissez les enjeux puisque vous connaissez leur milieu. Enfin, l'état des lieux des connaissances pour vraiment proposer un contenu qui soit, on l'a dit, fiable et à jour et pour leur permettre de démêler le vrai du faux et qu'ils puissent à nouveau, comme on l'a dit, retrouver ce rôle de sachant et pouvoir accompagner au mieux les patients. Donc, les sources sur lesquelles s'appuyer. Donc, il y a énormément de sources, ça on l'a vu. Il y a les recommandations des sociétés savantes. On a vu que dès mars, avril, mai, elles étaient déjà en train de publier pour certaines des mises à jour ou des recommandations spécifiques pour la prise en charge des patients Covid. Les publications scientifiques des revues médicales à fort impact factor avec les différentes études qu'on a pu y voir. Les sites des éditeurs scientifiques qui nous abreuvent d'actualités quotidiennes et hebdomadaires. Les sites des institutions publiques avec les veilles réalisées par Santé publique France ou simplement le site de la HAS. Donc, on voit que les sources, il y en a beaucoup. Maintenant, c'est vrai qu'il faut savoir lesquelles sont les plus à suivre, lesquelles sont à reprendre et pouvoir aussi justement mettre en parallèle et mettre à jour les différentes informations qui pourraient être proposées sur ces différents sites, puisqu'on le verra par la suite, certaines sources vont être beaucoup plus actualisées que d'autres. Alors, peut-être pour répondre à une question qui est sur le chat, actuellement, nous n'avons pas de liste qu'on pourrait partager, mais allez voir déjà les principaux éditeurs scientifiques français. Je pense à Medscape. Enfin, Medscape n'est pas forcément français, mais c'est un bel éditeur scientifique. N'hésitez pas à aller voir Medscape, aller voir le Journal international de médecine, aller voir le Quotidien du médecin, aller voir tous les sites spécialisés aussi sur les aires thérapeutiques. Et ensuite, bien évidemment, les revues scientifiques, les revues médicales à fort impact factor, elles sont largement connues entre The Lancet, le New England Journal, etc. Alors, ce dont on est en train de parler, c'est de mettre véritablement en place un travail de veille quotidien ou hebdomadaire, un travail de veille quotidienne ou hebdomadaire, et quasiment un travail de journalisme d'investigation. Pourquoi ? Puisque la procédure pour pouvoir, le protocole, la méthodologie pour pouvoir apporter des informations fiables à vos médecins sont déjà de faire ce travail de veille quotidienne. Donc, d'identifier les études ou les informations qui peuvent vous paraître intéressantes, pertinentes sur vos aires thérapeutiques, de pouvoir aller consulter et vérifier l'information qui est diffusée, d'identifier la source de cette information. Est-ce que c'est une publication qui est publiée dans un journal à fort impact factor ou pas? Quels en sont les auteurs? Quelles sont les informations? Quelle est la méthodologie? Quelle est la base de patients? Est-ce que celle-ci est représentative ou pas? Quel est l'impact légitime de l'étude qui est partagée? Donc ensuite, de pouvoir analyser pour pouvoir en extraire une synthèse qui va être la plus pertinente et la plus percutante pour vos médecins et d'assurer la mise en forme. On va revenir dans les quelques minutes à venir sur les différents formats qui sont les plus adaptés pour pouvoir justement diffuser cette information à l'attention de vos médecins. Et donc, en dernier lieu, la diffusion avec différents moyens de promotion et diffusion des informations que vous aurez synthétisées sur base justement de votre travail de veille. Donc, on est dans une structuration de type journalistique, dans une moins grande envergure et qui nécessite effectivement de pouvoir déployer un travail de veille et un travail de production et mise en forme de contenu. Alors, je reviens parce qu'on l'évoquait avec Charlotte il y a quelques minutes, il y a énormément de recommandations qui ont été diffusées par les sociétés savantes
lors des premières semaines de la première phase Covid. Et donc, beaucoup de publications ont été envoyées, beaucoup de recommandations ont été mises en œuvre sur les mois de mars ou sur les mois d'avril. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec l'emballement de cette deuxième phase Covid, avec encore une fois la sursollicitation de tous les professionnels de santé et bien évidemment des médecins, on voit que ces médecins n'ont plus le temps de mettre à jour leurs recommandations, n'ont plus le temps de faire ce travail de veille qu'ils faisaient auparavant. Et je trouve que l'exemple qu'on vous partage actuellement est emblématique, puisque dans une recommandation qui est actuellement disponible sur le site de la Société Savante, c'est une recommandation qui a été publiée le 28 avril dernier, il est recommandé de ne pas associer de corticothérapie qui est contre-indiquée en cas de Covid-19. Alors, vous connaissez les noms des DCI qui sont présents. Ceux qui ont des produits associés à ces DCI se reconnaîtront et feront sans doute une action auprès de la Société Savante pour demander la correction de cette recommandation. Mais ce qu'il est important de voir, c'est que depuis, il est démontré que la dexaméthasone est véritablement quelque chose qui permet d'assurer l'amélioration du taux de survie, du pronostic des patients qui ont des formes sévères de Covid-19. Donc, une information qui, en avril 2020, était de dire surtout ne faites pas de corticothérapie est désormais remise en question 6 mois après. Et donc, il est important justement d'apporter ce type d'information aux médecins. Alors, sur la corticothérapie, je pense que certains d'entre vous se disent « Ok, mais tous les médecins ont déjà vu cette information. » Oui, on n'est pas dans l'innovation. Mais je pense que c'est important de voir qu'entre la recommandation qui est publiée sur le site internet et l'état actuel des connaissances, il y a quand même un gap et que justement, l'ambition, c'est de pouvoir apporter de l'information quotidiennement, hebdomadairement à vos médecins. Le souci qu'on voit, c'est que ces sociétés savantes n'ont pas le temps de faire ces mises à jour. Et du coup, lorsqu'on fait une veille ou une curation de contenu, il faut vraiment aller mettre en parallèle les différentes sources d'informations pour être sûr d'avoir vraiment les dernières études ou en tout cas les dernières informations, nous, à fournir aux professionnels de santé. Donc maintenant qu'on a identifié les contenus attendus, c'est sur quel support maintenant proposer ces contenus-là. Donc il est important de voir déjà un petit peu les contraintes de temps des médecins. Les médecins travaillent environ 55 heures par semaine. On a parlé de la dernière enquête Medscape sur le burn-out des médecins précédemment. On leur a demandé, du coup, Medscape leur a demandé aussi le nombre d'heures travaillées actuellement. On voit que depuis cette épidémie de Covid, ils étaient 18% à indiquer travailler plus de 60 heures par semaine. Un autre point intéressant, c'est que l'étude DRES de mai 2019, je vais réussir, indique 2 heures dédiées à la mise à jour des connaissances. Sur cette étude Medscape, donc on sait que le panel n'est pas le même, mais ils indiquaient 9h30 à la mise à jour des connaissances avec du coup les sites des éditeurs scientifiques, les journaux, le partage entre collègues. Donc on est vraiment, même si le panel n'est pas le même, on voit l'effet du Covid sur le besoin d'information des professionnels de santé. Et c'est vraiment pour ça qu'on axe aussi ce webinaire sur quel contenu, c'est ce contenu fiable qui va leur permettre de comprendre et d'accéder très rapidement à de l'information de qualité. Ensuite, c'est pas tout. Afin de savoir les supports qui plaisent, c'est compliqué parce qu'on en a fait énormément depuis mars dernier. On a été sursollicité sur tous les supports digitaux, du webinaire, de la newsletter. Mais est-ce que ça plaide? Qu'est-ce qu'ils souhaitent vraiment? Afin d'avoir ces remontées de terrain-là, on a sollicité notre board de médecins afin justement de savoir un petit peu leurs avis et avoir de la remontée de terrain pour justement nous pouvoir un petit peu vous dire où on en est sur ces différents supports. Alors, dans le cadre de notre sollicitation, on a pu interroger le panel de médecins avec lesquels on travaille, avec lesquels on collabore. Et première information, c'est que 38 ont accepté de répondre à nos questions. Parmi ces 38 personnes, 20 sont des spécialistes libéraux, 10 sont des spécialistes hospitaliers, dont 2 PU, et 8 sont des médecins généralistes. Leurs retours sont intéressants par rapport justement aux différents moyens auxquels ils ont été exposés et quelles en sont leurs perceptions. Alors, sans grande surprise, et notamment dans le cadre d'une période de pandémie Covid, avec une première phase de confinement où chacun restait cloîtré, même si les médecins, bien évidemment, devaient continuer à assurer la pratique et la prise en charge des patients, il y a 2 formats qui ressortent et qui ressortiront, à mon avis, toujours. Premièrement, la newsletter, puisque près de 66% d'entre eux, de nos répondants, ont été exposés à une campagne emailing. Le deuxième format qui ressort, c'est le format du support papier, puisque près de 45% des participants ont reçu une communication print. On voit que même si la première phase de confinement avait interrompu la visite,
on voit qu'il y a près de 53% de nos participants qui ont quand même reçu la visite d'un délégué au cours des 6 derniers mois. Si on fait le point sur les événements et leur participation à des événements, on voit par contre qu'il y a véritablement une réduction de la participation à des événements, puisque seuls 4 de nos 38 répondants ont participé à un congrès, ce qui fait 10,5%, et seulement 7 ont eu l'occasion de participer à une soirée thématique, que ce soit une ERP, que ce soit un EPU, peu importe, ça fait un peu moins de 20% de nos participants. Toutefois, il y a véritablement une plus forte exposition aux interactions humaines distancielles. Qu'est-ce que j'appelle les interactions humaines distancielles? Ce sont toutes les formes qui font interagir différentes personnes, mais à distance. Au premier lieu desquelles le webinaire, puisque près de 47%, plus de 47% des participants, donc 18 répondants, ont assisté à un webinaire. Il y a eu aussi les e-congrès. Alors, c'est vrai que ça s'est beaucoup développé au cours des dernières semaines et des derniers mois, les e-congrès, mais près de 45% des participants ont pu assister à un e-congrès. Et puis, dans le cadre des interactions humaines distancielles, il y a aussi le e-detailing, la visite médicale digitalisée. 5 participants, soit 13%, ont pu bénéficier de ce type d'interaction. Enfin, peut-être pour revenir sur la partie visite, lorsque les médecins ne recevaient pas la visite d'un délégué, on voit qu'ils ont toutefois disposé d'un appel téléphonique de leur délégué, puisque 11 des participants ont pu, soit 29%, ont pu recevoir un appel de leur délégué. Donc, véritablement, une multiplicité des points d'interaction et des points de contact avec les médecins au cours des 6 derniers mois qui ont pu connaître et la première phase de confinement et le déconfinement et une nouvelle vague. Alors, nous avons listé chacun de ces supports et on leur a demandé s'ils souhaitaient recevoir de l'information via ces canaux. Oui ou non, vraiment très, très simplement. Alors, le présentiel avec les congrès et les soirées thématiques remporte un franc oui, mais on sait que les médecins aiment justement ce moment d'échange et de partage. Donc là-dessus, dans tous les cas, on va pas s'éterniser. Par contre, ce qui était intéressant, donc c'est le webinaire et les e-congrès. Les e-congrès, ils étaient quand même intéressés à plus de 68% par ce type de support. C'est pour ça qu'il est essentiel et intéressant pour vous d'y être présent. On sait que ça a été un petit peu compliqué pour quelques congrès de se digitaliser et la présence des partenaires était parfois un petit peu aussi compliquée. Mais on voit que c'est intéressant puisque vous allez pouvoir quand même toucher des médecins via ces supports. L'autre point intéressant, c'est le webinaire, puisque les webinaires ont été indiqués à non à 44%. Ce point-là nous a interpellés puisque beaucoup d'entre vous ont réalisé des webinaires. Nous, en tant qu'agence, nous avons aussi organisé beaucoup de webinaires, donc on voulait avoir un petit peu ce retour de pourquoi non à 44%. Donc, quand on leur a demandé les raisons, les 3 principales raisons, qu'est-ce qui est ressorti? C'est que les sujets, selon eux, étaient trop généralistes. Donc, c'est-à-dire qu'on était, donc la deuxième raison, c'était le temps qui est trop long, puisque c'était souvent des webinaires d'1 heure sur une thématique qui allait aborder au final plusieurs thématiques. Donc, ils ne trouvaient pas d'informations vraiment très spécifiques à leur pratique quotidienne et le format, dans ce contexte de pandémie où ils sont à plus de 60 heures semaine, réussir à dégager 1 heure de temps dans leur semaine était très compliqué. Donc, c'était le 3e point qui est ressorti, c'est la contrainte calendaire. Donc, c'est pour ça qu'après, on va nous vous proposer quelques supports qui nous paraissent judicieux. Ce webinaire, en l'état d'1 heure, en tout cas, c'est quelque chose qui ne plaît pas puisqu'il ne répond pas à leurs besoins ni à leurs attentes. Après, on sait que c'est notre board, ce n'est peut-être pas, ce n'est pas représentatif, le panel n'est pas représentatif de l'intégralité des médecins, mais c'est quand même intéressant d'avoir ce retour-là pour vraiment comprendre et pour pouvoir adapter, nous, ce qu'on va leur proposer par la suite pour être sûr que justement ces formats vont plaire. Donc, en plus de ces 4 supports, on a également interroger sur la visite médicale digitalisée, l'appel téléphonique, la newsletter et le support papier. Donc, visite médicale digitalisée et appel téléphonique, ici, on voit qu'il y a vraiment un franc non. Attention, l'appel téléphonique, si la couleur est inversée, donc même si on est sur du bleu majoritairement, on reste sur un non à plus de 90%. Donc, ces 2 supports-là, ce ne sont pas des supports qui sont en tout cas attendus pour avoir une information de la part des industriels de santé. Le support papier et la newsletter, on est un petit peu plus mitigé. Le support papier, c'est vrai que ça reste toujours intéressant puisqu'il y a cette reprise en main, l'attachement au papier des médecins. On sait voilà, que
qu'il est vraiment important. La newsletter, c'était un autre point sur lequel ça nous a intéressé, puisqu'on voit que la newsletter n'est pas un support pour eux intéressant pour recevoir de l'information à 47%. Du coup, on s'est demandé pourquoi, et donc au même titre, on est allé creuser les 3 raisons de ce nom. Les 3 raisons, c'est que les médecins actuellement reçoivent beaucoup d'informations, beaucoup de newsletters qui sont soit publicitaires, soit sans intérêt pour leur pratique. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur du mass mailing où on ne va pas être vraiment dans l'apport de services ou d'outils pour le professionnel de santé, mais on va être par exemple sur une bannière dans une revue d'éditeurs scientifiques où l'éditeur scientifique va envoyer un état des lieux à des connaissances de manière générale sur plusieurs sujets. Actuellement, ils n'ont pas le temps d'aller regarder, d'aller lire et de s'intéresser à ce type de newsletter qu'ils reçoivent. Donc, c'est pour ça qu'on va le voir par la suite, lorsqu'on va reparler de cette newsletter, il faut trouver des biais pour pouvoir se différencier et ne pas entrer justement dans ce mass mailing et apparaître comme une publicité ou une communication au même titre qu'une autre. Je me permets peut-être de répondre à 2 questions qui sont apparues sur le module de Q&R. On a utilisé le terme d'exposé sur la slide précédente. En fait, c'était un terme assez générique parce que le newsletter et un support papier, c'est une exposition, enfin surtout la newsletter. Et là, ce sont véritablement pour tout ce qui est les interactions humaines de véritable participation. Ils ont participé à un webinaire, ils ont reçu la visite d'un délégué, ils ont participé à un congrès ou un e-congrès ou une soirée thématique. Le terme d'exposition, c'était le terme qui permettait d'englober tout. Deuxièmement, il n'y a pas de différence majeure pour ces résultats entre les médecins généralistes et les spécialistes. Les informations qu'on vous partage sont véritablement partagées par les participants. Il y a peut-être un point, c'est que souvent, quand on voit le nom pour le congrès, la soirée thématique, ce sont les mêmes participants qui répondent non systématiquement à toutes les questions. Et si on fait un raccourci très rapide qu'on va évoquer dans quelques instants, ce sont les mêmes qui ne participent jamais à aucun événement et qui ne souhaitent recevoir aucune communication. Ce sont souvent d'ailleurs les personnes que vous n'arrivez pas à toucher ou à cibler dans vos différentes communications. On a posé aussi une autre question qui nous semblait intéressante, c'était d'identifier le créneau horaire privilégié pour pouvoir avoir des interactions. Donc, on parle véritablement d'échanges avec d'autres personnes, que ces échanges se fassent soit à distance, soit sur site. Donc, la première question, c'était sur les heures de travail. Une grande majorité des médecins que nous avons sollicités préfèrent bien évidemment recevoir et avoir des interactions sur leurs heures de travail. Ils sont 11 à ne pas souhaiter ça. On revient sur 11 personnes, c'est approximativement un quart de notre audience. C'est d'ailleurs un peu plus d'un quart de notre audience qui ne souhaitent pas avoir de visite ou d'interaction sur leurs heures de travail. En soirée, on voit qu'on tombe à moitié moins, c'est-à-dire que 16 participants sur 38 souhaitent avoir des interactions en soirée. Alors ça, c'est assez intéressant parce que lorsque vous organisez des RP, des EPU ou toute rencontre qui auront lieu en soirée, vous allez perdre déjà 50% de la cible que vous avez adressée. Ils ne souhaitent pas, ou s'ils peuvent éviter, en tout cas, ils préfèrent ne pas participer à ce type d'événement en soirée. Bien évidemment, je pense que la dernière statistique est représentative de notre mode de pensée à tous, à savoir que si on peut éviter les interactions le week-end, on le préfère. Toutefois, ce qui est intéressant, c'est que mine de rien, quand même, 10 de nos participants ont répondu qu'ils étaient ouverts à avoir des interactions. Donc, sur quelque chose qu'on pourrait finalement penser négatif, non, il y a quand même un quart des participants qui seraient prêts à avoir des interactions sur le week-end. Donc, c'est véritablement intéressant d'avoir ces informations. Quelles sont les attentes donc en termes de format? Puisque lorsqu'on a sollicité nos interlocuteurs, les réponses qu'ils nous formalisent aujourd'hui, c'est de dire nous avons besoin d'avoir accès à des contenus qui vont nous permettre d'avoir une overview très rapide qu'on va pouvoir consulter à n'importe quel moment de la journée, qu'on va pouvoir consulter en quelques minutes et qui vont nous permettre d'avoir des informations pertinentes et percutantes. Nous n'avons pas de temps, nous n'avons pas suffisamment de temps et nous sommes déjà surchargés dans notre pratique quotidienne pour nous permettre de passer énormément de temps à lire des revues complètes, des recommandations. Alors, il y a une différence, bien évidemment. Lorsqu'on a interrogé les PU, ils passent beaucoup plus de temps à lire les revues scientifiques et les articles et à rentrer véritablement dans le détail sur leur spécialité que le reste de la population. Et c'est ce qu'on a appelé quelque part, nous, du snacking. Ils veulent du snacking. Alors, c'est peut-être un terme un peu grossier pour évoquer la pratique, mais ça nous semble complètement correspondre à leurs attentes. Ils veulent quelque chose qui soit déjà tout prêt, qu'ils vont pouvoir consommer à n'importe quel moment de la journée et qui va véritablement leur apporter les informations clés.
quels sont les formats qui correspondent à du snacking? Petit 1, il y a les synthèses. Alors, les synthèses, je vais faire le rapport en fait avec les abstracts des publications scientifiques. Un abstract, aujourd'hui, vous présente le titre de l'étude, fait une introduction, la méthodologie, les résultats et les conclusions. Ce qu'il souhaite, c'est avoir des synthèses de ces abstracts. Quelque part, en forçant le trait, on peut associer ces synthèses aux résultats et aux conclusions d'une étude, avec toutefois un lien qui va permettre, et bien évidemment, la source de cette étude, qui va crédibiliser et légitimer cette information. Et le lien va permettre aux personnes qui sont intéressées pour en savoir plus d'accéder à l'abstract et d'accéder éventuellement à l'étude complète. Mais ces synthèses sont déjà une première solution pour pouvoir leur apporter de l'information rapidement. Deuxièmement, les data visualisations. Les data visualisations, c'est ce qu'on appelle aussi les infographies, quoique les infographies embarquent plus de concepts graphiques. Les data visualisations sont de la mise en forme graphique de données clés ou de chiffres clés et qui vont permettre en un coup d'œil d'associer des informations à des visuels emblématiques qui vont permettre de marquer les esprits, de favoriser la mémorisation et la rétention de l'information sur ces supports. L'avantage des data visualisations, c'est que vous pouvez aussi les diffuser au format digital ou alors les diffuser même au format papier. Et c'est une bonne aide-mémoire dans la pratique quotidienne ou sur les thématiques qui ne sont pas forcément rencontrées fréquemment par les médecins. Les checklists sont quelque chose qui sont largement développés et déployés dans le milieu médical, qui vous permettent de valider, de suivre un protocole, une procédure et de valider que vous n'allez oublier aucune action, aucune information. Et ces checklists sont très attendues parce qu'elles permettent véritablement de faire le point sur ce qu'il faut mettre en œuvre dans le cadre de la prise en charge ou dans le cadre d'une procédure. Les vidéos minutes, ce sont des vidéos qui vont durer de 1 à 3 minutes, qui vont faire un point de focus sur une thématique spécifique. Les vidéos minutes qui sont particulièrement appréciées, ce sont d'une part les vidéos témoignages, les reportages au sens journal télévisé, un focus sur un sujet de 1, 2 ou 3 minutes, ou alors les animations motion design. Les animations motion design, ce sont des animations vidéo qui vont permettre de présenter cette information, une thématique spécifique, sous forme d'images en 2D ou en 3D et qui vont faire le point. Un format qui est un peu moins snacking, mais qui nous a été remonté, pour lequel il y a un intérêt, ce sont les webinaires courts. Alors, les webinaires courts, qu'est-ce qu'on entend par court? Ce sont des webinaires de 15 à 20 minutes qui vont permettre, dans la continuité quelque part de tous les supports qu'on vient de présenter auparavant, de faire un point détaillé sur une thématique spécifique et qui en plus vont permettre aux participants de pouvoir interagir avec l'orateur, avec le conférencier pour lui poser ses questions. Donc, ça peut être des webinaires où c'est quelque chose de très descendant ou des orateurs comme nous actuellement sommes en train de vous partager un contenu, mais ça peut être aussi des meetings, des réunions qui vont favoriser l'échange et l'interaction. Et ces webinaires courts, l'intérêt qu'ils y trouvent, c'est que ça peut se placer sur des créneaux horaires beaucoup plus simplement. Il est beaucoup plus facile de libérer 15 à 20 minutes de temps sur un créneau horaire de déjeuner ou en toute fin d'après-midi. On nous évoque autour de 19h, plus ou moins une demi-heure, pour pouvoir justement organiser ce type de webinaire. L'autre intérêt du webinaire, c'est que vous allez pouvoir utiliser le contenu qui a été diffusé en replay pour pouvoir le partager à d'autres participants qui n'auraient pas pu être présents. Enfin, les webinaires, ça fait gagner du temps de transport, ça fait des économies et vous, ça vous évite des déclarations de transparence si jamais vous aviez la prise en charge de frais d'hospitalité pour les participants à des dîners, par exemple. Donc, véritablement, ces 5 formats sont des formats qui sont attendus pour pouvoir disposer d'informations qui vont aider à la pratique, qui vont favoriser justement la prise en charge des patients. Quelques exemples concrets. Aujourd'hui, la lettre hebdomadaire coronavirus de Santé publique France, qui se trouve sur la gauche, est véritablement emblématique du partage de synthèse. Cette newsletter collecte et agrège différentes publications qui ont été estimées comme pertinentes par Santé publique France et ils vont présenter une courte synthèse de l'étude avec la source de l'étude, la date de publication et le lien vers cette étude. En quelques lignes, vous allez avoir une information claire, vous allez avoir des recommandations et des informations et vous allez pouvoir aller accéder au contenu pour en savoir plus si vous le souhaitez. Deuxième exemple de vidéo minute, pour le coup, c'est la minute reco de la HAS qui est diffusée sur Facebook, sur YouTube et que vous pouvez trouver sur différents médias. En 1 à 2 minutes, vous avez un point de synthèse qui est évoqué par un expert sur la thématique qui va vous permettre d'en savoir plus sur la pratique. En l'occurrence, ici, vous avez un exemple d'une vidéo qui dure 1 minute 41 sur la téléconsultation.
et data visualisation ou infographie. Ça, c'est une infographie qui est parue sur Medscape Univadis la semaine dernière suite à la promotion des tests antigéniques qui permet d'avoir un arbre de décision sur quand pratiquer un test antigénique ou pas et comment identifier, et en fonction du cas patient, est-ce que celui-ci est symptomatique ou asymptomatique. Donc, ces contenus, véritablement, sont des contenus emblématiques qui permettent de véhiculer une information fiable, vérifiable, de manière très rapide. Donc, comment diffuser ces contenus? On a plusieurs façons de diffuser ces contenus. On en a identifié plusieurs dont on va vous parler, donc principalement les emails. Les emails, on a vu précédemment que les médecins disaient qu'ils étaient sursollicités par cette communication. C'est pour ça qu'il faut bien réussir à leur montrer dès l'expéditeur et l'objet que ce n'est pas une communication sans intérêt que vous êtes en train de leur pousser. Comment faire pour cela? C'est travailler sur l'expéditeur, quelqu'un de connu, quelqu'un d'officiel de votre laboratoire, que ce soit son délégué médical, que ce soit un MSL, et sur l'objet en indiquant tout de suite que ça va être une veille des contenus, ça va être une prise en charge de vos patients en tant que Covid. Il faut que dans les premiers caractères de votre objet, vous fassiez mouche entre guillemets, puisqu'une fois qu'il aura ouvert ce contenu et qu'il aura vu qu'effectivement on est sur de l'information très facilement accessible, lisible et que c'est exactement ce qu'il recherche, vous pouvez être sûr qu'ils vont ouvrir toutes les communications que vous enverrez par la suite. L'idée ici, c'est comme on l'a vu avant avec l'email de Santé publique France, c'est de prendre un petit peu, par exemple comme un tweet en 180 caractères, vous allez indiquer le résumé de l'étude. C'est-à-dire que j'ai mon information essentielle qui va m'être apportée directement dans l'emailing sans que j'ai besoin d'aller plus loin pour vraiment comprendre. Mais si maintenant je suis un Young Opinion Leader ou un KOL, je vais pouvoir quand même cliquer pour aller accéder à plus d'informations. L'autre objectif, c'est que vous allez pouvoir router cet email à votre cible ou à votre cœur de cible. Donc, vous pouvez vraiment faire, en tout cas, essayer de faire des communications qui soient le plus personnalisées dans vos aires thérapeutiques. La curation de contenu, l'objectif ici, c'est par exemple, via un site internet, d'agréger au même endroit toute l'information de manière synthétique pour les aider dans leur pratique quotidienne. L'objectif, ça va être de reprendre par exemple les études, les vidéos minutes, et de permettre d'accéder rapidement via un moteur de recherche, via des filtres, pour vraiment les aider dans la prise en charge de leurs patients au quotidien. L'objectif, ce serait par exemple je suis sur telle aire thérapeutique, j'ai un patient Covid et je me demande quelle prise en charge dans le cadre du cancer. Je vais avoir tout de suite la dernière reco, la dernière étude et la prise en charge, voire une infographie, voire une checklist. Donc là, voilà, l'objectif, c'est vraiment de permettre d'accéder très rapidement à l'information. Et enfin, le mailing papier, on le met puisque c'est quand même important, on voit que les médecins conservent encore ce lien avec le papier, que c'est important pour eux d'avoir ce support-là. Il y a un fort taux de reprise en main et ça peut aussi devenir le document de référence pour les équipes médicales, c'est-à-dire que ça peut être le document qui va servir à l'intégralité de l'équipe médicale. Alors, le mailing papier en temps de Covid et d'épidémie, il faut quand même faire une petite alerte parce que vous ne pouvez pas le mettre à jour. Ce n'est pas comme la curation de contenu ou l'email ou tout support digital que vous pourriez mettre à jour en fonction de l'apparition des nouvelles études. Le mailing papier, il faudra pousser un autre mailing papier pour pouvoir justement mettre à jour si des informations ou des recommandations venaient à évoluer. Alors, il y a bien évidemment d'autres relais de vos communications. Il y a les réseaux sociaux, qui est un relais idéal pour tout ce qui est communication environnementale et institutionnelle. Encore une fois, on ne fera pas de promotionnel sur les réseaux sociaux et qui va permettre de partager avec des messages court, percutant et qui va permettre de valoriser des infographies et qui, au fur et à mesure, va vous permettre de pouvoir bénéficier de ce qu'on appelle les followers qui vont vous suivre, que ce soit sur Twitter ou que ce soit sur LinkedIn ou même peut-être, pour certains cas qui le permettraient ou qui le nécessiteraient, d'avoir une présence sur Facebook. Dernier point, c'est le réseau terrain. Il faut véritablement capitaliser sur les collaborateurs qui sont à proximité des médecins. Les MSL, les AST, les RSR, les délégués, les DH, les VM, etc., qui vont pouvoir apporter de l'information directe aux médecins qui sont concernés et qui vont permettre de mettre en avant les valeurs, vos valeurs à vous. Et on va voir dans les minutes à venir, et d'ailleurs en réponse à une question qui nous est posée, c'est comment pouvoir justement mobiliser votre réseau terrain, vous-même peut-être parmi les participants, pour que vous puissiez apporter une information qui soit une information à forte valeur ajoutée à destination de vos médecins. Alors, comment déployer vos projets rapidement? Ça permet de répondre à une des questions que nous avons sur le module de Q&A. Il faut faire face aux défis réglementaires que vous connaissez nettement mieux que nous. Et donc, aujourd'hui, vous ne pouvez pas promouvoir un projet ou une communication promotionnelle sans avoir un visa, donc sans avoir un visa ANSM.
Et vous n'allez pas pouvoir faire de collaboration avec des professionnels de santé sans avoir obtenu une approbation préalable du CNOM qui, en fonction des délais, va pouvoir réagir entre un mois, dans le meilleur des cas, et parfois un peu plus, puisqu'il y aura des négociations avec eux. Donc, il faut pouvoir contourner ces obstacles. Comment contourner les obstacles? Premièrement, c'est quelque chose que vous faites tous, j'en suis sûr, c'est d'embarquer toutes les équipes, toutes les parties prenantes qui ont une information à partager avec l'équipe. Le médical, le réglementaire, le marketing et le terrain. Vous allez pouvoir faire des communications percutantes et pertinentes à partir du moment où vous allez rassembler ces forces vives et qui vont vous permettre de savoir ce qu'on peut dire ou ce qu'on ne peut pas dire, ce qu'on peut faire ou ce qu'on ne peut pas faire. Il va falloir créer de la proximité. Si vous ne pouvez pas collaborer rapidement avec des professionnels de santé, si vous ne pouvez pas avoir une interview d'experts, eh ben faites intervenir vos directeurs médicaux, vos medical advisors, faites intervenir les MSL, les AST, les RSR, etc. Ces personnes peuvent prendre la parole et encore une fois, on est dans la notion de help content où les collaborateurs de l'entreprise vont partager les valeurs de l'entreprise et vous allez pouvoir créer de la proximité avec vos intervenants et vos interlocuteurs et vous allez faciliter quelque part l'accès à ces personnes et vous allez favoriser les interactions. Et que ce soit dans la promotion des vidéos, dans la promotion des webinaires ou même dans les prises de parole dans les webinaires, les prises de parole dans les vidéos, en tant qu'expéditeur des emails ou des courriers papier, il faut que ce soit de véritables collaborateurs qui promeuvent et qui diffusent l'information. Vous pouvez faire intervenir vos directeurs médicaux, vous pouvez faire intervenir les MSL. Les webinaires ou les meetings, d'ailleurs actuellement les RP, les EPU, etc. sont organisés par vos délégués, par vos MSL. Faites-les intervenir sur les webinaires, mettez-les en avant dans les vidéos, qu'ils apportent cette information. Donc, c'est véritablement la logique du help content. Ça promeut des personnes réelles, des collaborateurs de l'entreprise qui vont permettre justement de créer toute cette proximité. Donc, c'est un moyen de pouvoir diffuser et de déployer un projet en moins d'un mois. Faire une vidéo, aujourd'hui, on fait des vidéos très, très léchées, mais vous pouvez tout à fait réaliser une vidéo avec deux smartphones. Il y aura peut-être quelques compétences en montage. Mais vous pouvez créer très rapidement des projets que vous allez pouvoir déployer à destination des médecins. En conclusion, il est donc important pour vous de saisir cette opportunité de discours pour répondre aux attentes des professionnels de santé en leur redonnant leur place de sachant. L'objectif étant du coup de leur permettre de mieux accompagner, mieux conseiller et mieux prendre en charge leurs patients et de vous positionner comme partenaire de leur pratique, car en soi, ce sont vos valeurs que de les accompagner au quotidien, mais encore plus par ces temps difficiles. Donc, comment? Tout simplement en leur apportant du service, des outils, des informations pratiques et utiles dans leur quotidien, surtout en ce temps de Covid. Alors, comment est-ce qu'on peut vous accompagner? On peut vous accompagner en réalisant la curation des contenus scientifiques, l'identification de toutes les publications qui peuvent être intéressantes, aller vérifier ces informations sur les revues Impact Factor. On peut réaliser les supports de communication et on peut assurer la promotion, que ce soit avec les campagnes emailing percutantes, comme l'a évoqué Charlotte, ou même en relation avec des éditeurs scientifiques qui eux-mêmes fournissent des bases de données d'adresse emailing ou promeuvent des bannières ou alors font de la programmatique pour pouvoir adresser l'audience la plus pertinente en fonction de vos besoins. On vous remercie. On a un peu dépassé le délai. On s'en excuse. On va passer aux questions-réponses. Alors, on a essayé de répondre tout au long de la présentation aux différentes questions qui apparaissaient sur le module de chat et dans le module de Q&A. Mais n'hésitez pas à nous poser vos questions complémentaires. Je ne crois pas au papier. Nos médecins ne retrouvent jamais les contrats d'intervenants qu'on leur envoie. Je pense que c'est volontaire. On est obligé de leur remettre en main propre et même là, ils ne les lisent pas. Oui, alors effectivement. En fait, tout dépend de ce que vous proposez comme contenu papier. On a évoqué le contenu papier sous forme plutôt infographique, data visualisation. Encore une fois, checklist, merci Charlotte. Encore une fois, l'objectif, c'est de leur mettre à disposition un contenu papier en une page qui va synthétiser des informations et qui ne va pas être un article long. On est dans la notion de snacking. Si vous leur mettez à disposition un contenu long, ils ne vont pas le lire. Ils veulent véritablement avoir des choses qu'ils vont pouvoir lire en 5 à 10 lignes grand maximum. Et les conventions scientifiques, oui, je suis désolé, c'est du papier, mais souvent, c'est parce que ça les engage et que personne n'aime s'engager et que derrière, effectivement, ça les met potentiellement dans des situations où ce n'est pas leur priorité. J'ai répondu à la question ici concernant dérouler des informations actualités et innovantes pour un médecin dans le contexte régulé de l'industrie pharmaceutique. Donc, il faut rester effectivement sur l'environnemental, sur l'industrie, sur de l'institutionnel, pardon, ne pas faire de promo. Et il faut rester effectivement dans les AMM, dans la vente. Ensuite, tout ce qui est hors AMM, c'est vos Medical Science Liaisons qui peuvent y répondre. Mais pour répondre justement aux sollicitations, aux interrogations, encore une fois, en rappelant l'AMM.
Alors, le replay, effectivement, il y a un replay. On a pensé à l'enregistrer au début de la séance. On a failli le louper d'ailleurs. Il sera disponible le temps qu'on l'encode, le temps qu'on vérifie qu'on n'a pas des parties en amont qui sont trop longues ou des parties en aval. Et on le partagera à tous les participants à ce webinaire ainsi que les slides qui ont été diffusés aujourd'hui dans un envoi d'email qu'on vous enverra à l'issue de cette journée. Donc, soit dans l'après-midi, soit demain, vous recevrez et le replay et les slides. Alors, comment concilier contenu court et obligation d'exhaustivité dans notre communication environnementale? Alors, il y a plusieurs réponses. Le contenu court, encore une fois, doit pouvoir apporter les principaux enseignements et la synthèse. Vous pouvez tout à fait mettre en place des liens vers des contenus complémentaires qui vont permettre d'apporter les réponses ou les informations que vous devez réglementairement parlant apporter. Donc, vous pouvez apporter un contenu court et ensuite avoir des contenus connexes qui vont permettre de compléter ce contenu. Encore une fois, le contenu court, l'idée, c'est de pouvoir apporter une information qui va être mise à disposition rapidement, qu'un médecin va pouvoir consulter facilement, mais qui n'empêche pas d'accéder à de l'information connexe, complémentaire et beaucoup plus détaillée. Selon vous, ces tendances vont-elles perdurer après ce contexte particulier? On voit que le help content, qui va exactement dans cette tendance-là d'une question, une réponse courte, est déjà une tendance qui était arrivée il y a quelques temps. Du coup, oui, pour moi, ça va perdurer parce que ça va dans cette évolution des tendances où on veut pouvoir accéder rapidement à de l'information et que ce soit une démarche active que d'aller lire beaucoup plus ou d'aller se renseigner beaucoup plus. Donc, c'est cet objectif d'accompagner le professionnel de santé. Ici, c'est en contexte Covid parce qu'on voit qu'il y a une infodémie, une infobésité de l'information liée à cette pandémie qui complexifie la pratique quotidienne des médecins et qui, du coup, doit vous donner ce rôle, créer des attentes auxquelles vous pouvez répondre. Mais par la suite, il y aura peut-être d'autres choses, il y aura toujours de nouvelles recommandations, de nouvelles études. Donc, vous positionnez en tant que partenaire de leur pratique en leur apportant de l'information vraiment succincte et vérifiée. Dans tous les cas, ce n'est même pas une tendance, c'est un besoin qui va être constant auprès des professionnels de santé. Je complète si je... Avez-vous creusé pour quelles raisons la majorité des médecins ne favorisent pas la visite médicale à distance? Alors en fait, déjà, la visite médicale n'est pas forcément bien perçue parce qu'ils n'ont pas beaucoup de temps et que souvent, ils ont le temps d'une consultation, entre 15 et 30 minutes en fonction des interlocuteurs qu'on a sollicités, et que la visite, alors vous allez me dire que ce n'est pas vrai, mais va dépasser le temps d'une consultation. Donc ça, c'est le premier point. Donc, c'est-à-dire que ce soit la visite ou la visite médicale digitalisée, ils ne veulent pas accorder autant de temps que ça aux délégués. Vous le saviez déjà. La visite médicale digitalisée, ce qui est emblématique, c'est qu'on nous dit toujours, il y a toujours des problématiques techniques. Les gens ne savent pas s'en servir. On perd déjà 5 à 10 minutes au début de la séance. Et quand on a 15 minutes à consacrer, 5 à 10 minutes, le problème, c'est qu'on se retrouve déjà avec une interaction qui va durer au moins une demi-heure. Et ensuite, effectivement, tout un discours a été préparé, tout un chapitre. Mais il y a l'avant et il y a l'après. Il y a l'avant, il y a l'entrée de visite, l'introduction de visite, tout ce qui est hors contexte de la présentation. Et en fait, les médecins se disent, on est parti souvent au moins pour 30 minutes, voire pour 45 minutes. Et encore une fois, quitte à choisir, ils préfèrent être en train d'assurer la prise en charge de patients ou alors consulter des informations qu'eux veulent aller chercher. Alors, il y avait une question sur les horaires, s'il y avait une différence entre MG et SP. Non, encore une fois, il n'y a pas de différence notable entre les médecins généralistes et les spécialistes. Ils sont tous surchargés et quitte à choisir s'ils préfèrent avoir une information en fin d'après-midi, enfin toute fin d'après-midi, ce qu'on appelle la fin d'après-midi, c'est aux alentours de 19h, et que ce soit des médecins généralistes ou alors des spécialistes. Alors, comment faire en sorte que le contenu ne profite pas aux leaders ? Concrètement, on n'a pas de réponse véritable sur cette question-là parce que tout contenu environnemental que vous allez promouvoir, effectivement, va permettre de faire le point sur une spécialité, une aire thérapeutique, des recommandations dans votre spécialité, mais effectivement, c'est peut-être le laboratoire qui a déjà les produits les plus installés sur le territoire, le plus grand nombre de parts de marché ou ceux pour lesquels il y a une meilleure efficacité perçue qui risque effectivement d'emporter le trophée, entre guillemets. Maintenant, à partir du moment où vous apportez beaucoup de communication à vos médecins, forcément, vous allez marquer les esprits et votre image de marque va remonter. Et à partir du moment où votre image de marque remonte, vous allez être associé comme un partenaire de confiance qui accompagne les médecins, qui accompagne la prise en charge des patients et qui finalement est un partenaire sur lequel on peut compter. On est dans cette logique de
on accorde moins d'intérêt de nos jours aux valeurs intrinsèques d'un produit qu'aux valeurs intrinsèques d'une marque. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont intéressés par toutes les tendances écolo, bio, etc. Mais c'est ça, c'est que finalement, on est dans une logique actuellement en 2020 où on cherche véritablement à apporter, à solliciter plus d'attentes par rapport à nos valeurs, à ce qu'on attend dans nos actions. Et donc, les médecins sont aussi très sensibles désormais à ça. Alors, comment favoriser concrètement les interactions pour les VAD ou webinaires? Alors, les webinaires, ce qu'on vous recommande, nous, c'est ce qu'on ne fait pas parce qu'on est sur un format de 1 heure, mais d'ailleurs, on se pose la question de savoir si on ne devrait pas faire des webinaires de 15 minutes, c'est de créer des sondages. Si jamais vous êtes dans un format descendant, n'hésitez pas à créer des sondages. N'hésitez pas aussi à proposer, il y a désormais des sites internet qui vous permettent de faire interagir une présentation PowerPoint avec un petit questionnaire et qui va permettre de dynamiser une présentation. Vous allez pouvoir proposer des sondages et qui vont directement venir impacter la présentation à PowerPoint. Ça, je trouve que c'est vraiment très, très intéressant. Ça permet de créer de l'interactivité. L'autre moyen, c'est de ne pas être dans un format webinaire, mais dans un format plutôt réunion. C'est-à-dire que tous les participants vont pouvoir interagir. On vous recommande de limiter quand même le nombre de participants, puisque à une dizaine de personnes, voire une quinzaine, puisque vous allez avoir les mêmes configurations que sur des réunions réelles, à savoir que certains ne prennent jamais la parole, alors que d'autres, justement, mobilisent et monopolisent quasiment la réunion. Donc ça, c'est pour pouvoir proposer justement beaucoup d'interactions. Alors, si la VAD n'est pas souhaitée et que le confinement bloque le contact, votre avis est que le vecteur d'échange serait ce snacking, mais alors comment faire connaître, informer sur les produits? C'est une bonne question, Charlotte. Plusieurs points par rapport à ça, parce que là, c'est vrai qu'on a beaucoup axé sur la communication environnementale pour ne pas paraître opportuniste dans ce contexte Covid. Déjà, on pense que par rapport aux produits, c'est ça, il ne faut pas être opportuniste, donc il faut réussir à apporter une information qui ne paraisse pas opportuniste, soit parce que votre produit correspond exactement à une attente. Par exemple, si on est sur de la solution de réhydratation, on sait que là, avec les réanimateurs, il y a un vrai enjeu, donc il y a un vrai travail qui va pouvoir être poussé sans pour autant apparaître comme opportuniste. Mais pour nous, il faut quand même laisser passer un petit peu cette crise-là, cette infodémie, puisqu'ils ont actuellement tellement d'informations que leur pousser là aujourd'hui un produit, pour nous, c'est un petit peu tôt. On ne dit pas que là, quand on sera sorti du confinement et que la deuxième vague commencera à se réduire, on ne va pas pouvoir communiquer, et au contraire. Mais pour nous, c'est un autre sujet d'1 heure de webinaire de comment communiquer en sortie de crise Covid pour à nouveau faire parler de mes produits. Ça va être compliqué là de répondre aussi simplement parce que je pense qu'il y a énormément de réponses et d'attentes, et à nouveau, je pense que vous l'avez vu, on ne vous donne pas d'informations qui ne sont, un, pas sourcées, ou deux, pas vérifiées auprès de notre board. On sait que le board n'est pas représentatif de l'intégralité des médecins, mais c'est quand même intéressant d'avoir leur retour pour pouvoir s'appuyer sur des choses qui soient exactes et qu'on puisse avoir un échange avec eux pour vous donner des vrais conseils de choses attendues. Donc c'est vrai que là, ce serait un petit peu compliqué de vous donner des clés parce que je ne sais pas s'il en existe à l'heure actuelle des clés pour informer sur un produit à l'heure actuelle, mais dans tous les cas, nous, on préférait là vous dire qu'en cette période de pandémie actuelle et ce confinement, il vaut mieux s'axer sur une communication environnementale. Alors, il y a quand même un point, c'est que parmi les résultats de notre étude, effectivement, l'information produit était ce qui était le moins attendu en période actuelle. Par contre, il y a un autre point, c'est qu'ils attendent des résultats sur les études. Donc, les études, c'est quand même la possibilité de promouvoir indirectement, et encore, vos produits, parce que les études permettent justement de montrer l'efficacité, de rapporter des informations, de rapporter les effets indésirables, etc., ou de communiquer sur le bon usage. Et on est quand même sur de l'information produit, même si elle n'est pas directement centrée sur le produit. Donc, il y a peut-être une carte à jouer aussi sur cet aspect-là. On répond à une question concernant un calendrier des futurs webinaires. Oui, ce qu'on fait, c'est qu'on vous enverra une campagne emailing quand on a un webinaire. C'est vrai qu'en fonction de l'actualité, on estime que des webinaires sont plus appropriés ou pas, et on n'a pas de calendrier prédéfini. Alors, retour des podcasts. Oui, bonne question aussi. Effectivement, on voit un retour des podcasts et je trouve que c'est un format véritablement intéressant. Le podcast, c'est un format qui est alternatif quelque part à la vidéo puisqu'on ne va disposer qu'une bande audio. Et oui, je vous engage aussi, dans la mesure du possible, par exemple sur base des vidéos minutes ou même sur des webinaires, de pouvoir en créer une version podcast. Alors, attention, si vous avez des données chiffrées que vous présentez dans votre présentation, le podcast ne sera pas approprié. Mais le podcast est un formidable format puisqu'on peut le consommer n'importe quand. Vous allez pouvoir le consommer dans votre voiture quand vous êtes sur le trajet.
parce que désormais, la plupart des véhicules vous permettent de pouvoir accéder à du contenu disponible soit sur Internet, soit même sur vos téléphones mobiles. Petit 2, vous allez pouvoir le consommer quand vous êtes en train de faire du sport. Et Charlotte et moi sommes de grands adeptes de la consommation de podcasts pendant que nous courons. Donc ça, c'est un deuxième point. Vous allez pouvoir le consulter dans les transports en commun, enfin l'écouter d'ailleurs dans les transports en commun. Donc oui, les podcasts sont un formidable vecteur de communication et d'information qui en plus n'est pas perçu comme quelque chose d'intrusif dans un emploi du temps puisqu'on est en train de faire une autre activité simultanément. Voilà, je pense qu'on a répondu. Alors non, pourriez-vous, SVP, repréciser quel contenu sur le Covid et pathologies concernées par le labo? Intérêt médecin, si coût la prise en charge, microscope, environnement. Alors, la personne qui nous a envoyé ça, si vous pourriez reformuler votre question, ce serait vraiment sympathique. Je ne suis pas sûre de bien la comprendre. Charlotte, Non, désolée. Voilà. Écoutez, il est 10h05, on a débordé de 5 minutes le délai qu'on s'était consacré. Et Dieu sait qu'on a parlé vite. Et pourtant, oui, on est a spécialiste. accéléré à partir de la moitié pour essayer de tenir les délais. On vous remercie encore une fois, toutes et tous, énormément de votre participation, de l'intérêt à cette thématique ce matin, d'être resté jusqu'à la fin du webinaire. C'est vraiment très agréable. On vous envoie le replay et le support dans la journée ou demain, comme on vous l'a dit. Si vous êtes intéressé par nos prochains webinaires, vous recevrez des campagnes emailing. Merci encore une fois. On vous souhaite bon courage dans cette période de confinement à titre personnel et professionnel. Et puis, on espère que ça va pouvoir se lever très, très rapidement. Portez-vous bien. Merci beaucoup. À très bientôt. Bonne journée. Beaucoup. Au revoir. Au revoir.